Hey, coucou toi, c'est Blue ASMR. Et ce soir, on se retrouve pour une vidéo lecture immersive d'un livre que j'ai déjà lu en extrait sur TikTok. Le livre est le suivant, Les ruines de Paris par Jacques Réda. Ça fait un moment que je ne l'ai pas lu et je me suis dit que consacrer une vidéo de 10 minutes pour YouTube serait une superbe opportunité pour moi pour pour continuer la lecture et puis profiter de l'histoire racontée qui est juste incroyablement magnifique. C'est hyper poétique et en fait je trouve ça super intéressant de lire ce genre de livre en ASMR. Alors je me suis rapprochée du micro pour pouvoir tout simplement lire plus facilement. Et aussi il y a pas mal de cuts, j'en suis désolée, mais c'est comme je suis encore un peu malade la semaine dernière. J'ai eu 2 jours de fièvre, littéralement, j'étais à plus de 39 à un moment donné. En fait, je tousse encore pas mal. Donc le fait de parler me fait tousser littéralement. Donc si je cut, c'est juste que probablement que j'ai toussé. Et je m'en excuse parce que parfois les cuts en ASMR c'est pas toujours évident. Mais du coup on est parti. Parce que ses 2 bras sont dressés au-dessus d'une moitié de Paris. On dirait que cette femme supplie, mais c'est de l'enthousiasme. Et tout près d'elle, un autre sombre amas de nuées part en acclamation. Les tons tout à l'heure véhéments du ciel virent à l'échymose. Encore un coup, j'ai vu la lueur engloutie du jour soudre du Panthéon. De très petits passants en petit nombre, car ces dimanches trottent le long des marches comme des fourmis. Et bien qu'ils soient comme moi vêtus en costume d'époque, leur agitation fugitive sous les colonnes créait un effet d'éternité. Cependant, le vent là-haut qui attisait le bleu pour l'amener à ce rouge, l'emplissant de rameaux violets, continuait à fureter sous les taillis et les tôles des terrains vagues. Toujours, dans la vieille herbe amère et qui s'acharne, le même brodequin, le même espoir quand à travers les trous des palissades je n'aperçois au bout d'esplanades de décombres que le même vieux mur. Sauf là, rue Mesureur, où fulmine ce lambeau d'affiche, une mince blonde acrobate à poil à part un slip, exactement dans l'attitude où s'envole maintenant cette femme de nuage, mais avec un gros revolver braqué au creux des reins. Dans le doux épaississement du gris, j'ai découvert un square inattendu près de la rue des Nouettes. Ma première intention était d'aller au Sacré-Cœur, enfin je veux dire à Montmartre. Et puis me voilà partie du côté de la place Ballard, du terrain des hélicoptères où une stèle commémore l'exploit d'Henri Farman. 1 kilomètre de vol en circuit fermé sur un appareil biplan voisin à moteur Antoinette, le 13 janvier 1908. Ce sont des notes que je prends lorsque je suis en perte de vitesse. Devant ce genre d'histoire, au fond, qui ne m'intéresse pas trop. J'essaye de m'exalter peut-être à cause d'une espèce d'avarice, le souci de n'avoir pas savaté sur tant de trottoirs pour rien. Ici, les Moulineaux me paraît plus inconsistant que vraiment triste. Je contemple un hôtel flambant neuf, tel qu'en bâtiraient aujourd'hui les architectes des pyramides. Ces constructions ultra-modernes ont en effet quelque chose d'éternel et de mortuaire très égyptien. Elles provoquent un accablement en même temps qu'elles rassurent. Mais sans doute elles résisteront moins bien aux âges que les tombeaux. Et ce qui d'abord disparaîtra, c'est l'ascenseur extérieur qui monte et descend comme une bulle. D'où l'on doit forcément apercevoir le Sacré-Cœur. N'importe qui peut s'offrir impunément cette volupté de vertige, mais je m'en avise trop tard. Je traîne au point de m'arrêter pour lire les titres des vieux journaux qui traînent aussi par terre, et qui vite se ramassent dans le sens du vent très froid. Sur le retour, j'imagine le choc que j'aurais d'habitude sous le chemin de fer de la petite ceinture qui passe rue de Vaugirard, devant ces wagons en dépôt et le talus pantelant d'herbe. Mais tout est sourd. Et alors je trouve par hasard, au fond d'une encoignure d'immeuble, mon square paisible et plat.
Une commission d'édiles à prétention psychopédagogique y a bien planté un monticule en ciment de os de singe nu bien pour les enfants. Non seulement les enfants s'en fichent et s'obstinent au sable, mais ça ne tient pas contre la pique des façades aveuglées autour, au soleil qui s'attarde et se réchauffe lui-même comme un vieux sur les bancs et les pelouses rêveusement vides. Je comprends que c'est là qu'il aurait fallu que j'attende, mais une autre fois. Très peu d'heures me séparent de la fin de la journée, et rien ne me porte, rien ne m'arrête. J'entre dans un cinéma. Champollion a fourni le sujet d'un beau documentaire. Encore l'Égypte. Je sors. Il fait nuit et voici la rue où vécut celle qui reste ma sœur selon les nombres. Peu de lueur. Toutes les boulangeries évacuées au long de la rue Le Courbe. Je n'ai même pas l'idée ou le courage d'acheter du pain. Au fond du gris, beaucoup de jaune dans cette lumière d'après-midi. Novembre. Et quand je lève la tête, une dame vient positivement d'éclater sur une vraie peau de banane en plein trottoir. C'est comme si je glissais à mon tour dans une photo sans perspective. La rue de Rennes aplatie avec de longues salves de brume contre la tour. Je n'ai même pas le temps de penser. 1917, Manhattan, transport de troupes. Je suis par surprise d'un seul coup. Et refeuilletant autrefois les lourds albums glacés pour les mêmes images. Ces gratte-ciel de fumée et la fange l'argonne au bout. Par-dessus l'océan et plus de 50 ans en arrière, j'allais donc vers cette intrusion dans un tout autre destin. Mais je n'ai pas à me mêler de telles choses. Il suffit qu'elles m'arrivent et me troublent, n'insistons pas. Je me détourne, et j'aperçois de nouveau cette dame, heureusement intacte, mais encore pâle d'effroi. Puis mes yeux tombent sur une vitrine où de grandes boîtes de pastels qui modulent l'infini jeu de tout dans leurs nuances, m'hypnotisent et me rendraient vite à moitié fou. Quand montant de la porte d'Orléans, on arrive à peu près au milieu de l'avenue du Maine, il y a ce replat vaste où le ciel s'enfle et roule sans peser plus qu'une bulle contre la tour. Encore moins de 50 mètres et la ville se reconstitue, on le sait depuis longtemps. Mais le savoir ne change pas grand-chose, s'en assurer non plus. Quelques pas en arrière et de nouveau c'est l'extrême limite, l'interruption de tout au bord d'un néant lumineux. La tour elle-même n'a rien changé car elle pointe, comme au haut d'une jauge, ses dernières graduations qui plongent dans l'inconnu. Cherchant une figure plus concrète, on dirait que l'océan s'annonce au-delà de ce plan de goudron. Cependant, sans insistance, en quelque sorte sans flot, réduit, après un infini de vases et de sable tendre, à ce léger trait de feu qui palpite, qui va chavirer comme une barque sous un excès de toile et de bleu. Ainsi, lorsqu'une turbulence de clarté signale de très loin le large, dans l'espace en dilatation, mais que ce qui paraît peut bien n'être qu'une gare de triage, avec ses jets en éventail de rails étincelants. On est d'ailleurs ici tout près des combinaisons de Montparnasse, et l'on aspire plutôt à des chemins de terre accompagnant le ballast qu'à cette chimère métaphysique de vide et de plénitude, de fin et de recommencement, dont pourtant le bout du trottoir, au niveau du nuage, surplombe l'imminente vision. Mais bientôt la rue de l'Ouest, à gauche, puis encore la rue du Château, les zincs arabisés et les épiceries juives, une foule de piétons peu causants qui flânent, ont du reste l'air en flanelle et s'attardent en longs attroupements. On signe la pétition contre le projet d'une autoroute qui, sur ce vieux quartier sombre et pauvre mais doucement replié sur soi, sur les gens qui l'habitent, s'abattrait en travers comme une grande matraque de béton. Déjà vers le fond, traversé de présences heureuses qui s'attardent, passent, reviennent, gens du soleil, l'espace demeure méticuleusement creusé dans cette matière friable et mate. Le jour de Paris en hiver. À l'angle de la rue Vaugirard, une petite boucherie, seul souvenir du faubourg ancien, et ça pourrait être autrement n'importe quel carrefour, n'importe quel immeuble, plus bas, celui-là que j'observe, avec au 5e étage l'éternel balcon des adieux. Je ne serais pas étonnée d'y voir une main réapparaître, mais cette fois pour m'appeler, et le temps redeviendrait alors une longue pente de sable, très pâle et très fin comme il en existe en forêt. Lumineux encore dans la nuit qui veut qu'on se sépare et qu'une main de nouveau s'éternise pour ce geste d'adieu. Je ne suis plus moi-même à présent qu'un souvenir qui divague, se perdant de rue en rue jusqu'à l'éblouissement des ponts parmi ces passants que le soleil d'hiver imagine. Appuyée dans cette attitude pensive à mon guidon, je me propose de créer l'Union pour la préservation des terrains vagues, l'UPTV,
Ce poème, si c'en est un, lui servirait de manifeste, ou plutôt de préambule, puisque moi je n'entreprendrai rien, ne pouvant être à la fois dans les rues et dans les bureaux de cette ligue. Qu'elle demeure donc une sorte de confrérie elle-même assez vague, sans statut, sans cotisation, afin que ni les journaux ni les politiciens ne la dévoient, en dépit de leur utilité pour réfréner les promoteurs, et au besoin les faire mettre en cabane, chaque fois qu'un de leurs chantiers attaque un ancien terrain vague ou en ouvre un nouveau. C'est pourtant le seul aspect positif de leur ravage, entre l'écrasement opéré par les bulldozers et l'érection de ces résidences qui semblent sortir d'un vieil album à la gloire de l'Oyoté. Si bien que des hectares entiers du 15e réalisent l'idéal de béton colonial de Fès ou de Rabat. Un temps quelquefois assez long s'écoule, pendant lequel, à travers les barrières qui se déchaussent, on voit la végétation vigoureuse des ruines qui recroît. Je n'exigerai certes pas qu'on préserve tous les terrains vagues, parce qu'il faut prendre en charge des foules d'errants et d'expulsés, mais je constate que dans certains cas, peu nombreux à vrai dire, on y aménage des succès d'années de squares ou de jardins. Or voilà contre quoi je m'élève, contre quoi proteste le fond insoumis de l'âme de l'homme et sans nul doute du chat. Une moitié au moins de ces espaces devraient être laissés à l'abandon, avec le danger que représentent ces tas de planches et de plâtre, parfaitement, et l'insalubrité de ces épandages d'immondices et d'eau sale. Faites à tout hasard piquer vos enfants contre le tétanos, la typhoïde. Ils ne s'endardiront jamais trop. D'ailleurs, on aura soin de ne pas abattre les palissades, en tôle et madriers capables de résister 100 ans. Car quelque agrément qu'on éprouve quand on y rôde, le terrain vague se déploie d'abord, entre ses interstices comme un plan de méditation. La leçon tient dans sa seule présence de sauvagerie maussade, et mieux vaut s'abstenir d'en tirer une doctrine ou de l'art tels ces francs-tireurs culturels de la rue Villain, en dessous de la rue des Envierges, avec leur fausse peinture naïve et le rose de leur slogan. Comme eux, j'essaierai d'émouvoir l'attention générale sur la nécessité de défendre le rêve garant de l'indépendance. Mais en quoi consiste aussi le rêve ? Comment l'escamoter ? Terrain vague de l'âme, et Dieu sait ce qui peut s'y produire, s'y glisser en fait d'ingénus poètes et de criminels. Ainsi, travestir le terrain vague en cours de pouponnière, c'est risquer d'offusquer dans l'être la liberté du Dieu, négligeant qu'il enseigne, autant qu'une obscure espérance, la solitude et l'effroi de la mort. Point. Je prononce ce discours à mi-voix devant la place Falguière, dont ne subsiste à peu près plus rien. De part et d'autre de la rue d'Alray s'enfoncent des terrains vagues, mais c'est ma rumination, non l'espace qui provoque l'intérêt soupçonneux des passants. Dans ces cas-là, je m'éloigne. Du reste, à peine fondé, je n'aspire qu'à dissoudre mon mouvement. Je n'y songe même plus déjà de l'autre côté de la place, rue de la Procession. Puis, un bout de la rue de Gergovie dans ce quartier est gaulois. Et la rue Vercingétorix avec d'autres étendues de décombres. Expansifs comme des épagnols, quelques arbres condamnés submergent une vingtaine de marches. La rampe de fer jusqu'à d'énormes pavés et, à droite, au fond d'une impasse, des maisons sous un bouillonnement de minuscules fleurs blanches, tristes et intimidées comme les mariées de vieilles photos. Entre-temps, le ciel rapide s'est recouvert. Je n'ai que 2 minutes pour atteindre la gare qui commande le croisement des lignes de Montparnasse et de la petite ceinture dans son fossé. D'où cette station campagnarde, tout un labyrinthe à niveau de souterrains sombres comme dans un fort. Mais je reste assis en haut sur l'unique banquette de la salle, auprès de la bascule à bagages qui ne doit plus guère servir, entre les rafales alternées de l'averse et des wagons. Et voilà la lecture de ce livre. Dites-moi si cela vous a plu, si cela vous a détendu, un peu comme quand on lisait des histoires avant de dormir étant enfant, quand on nous lisait surtout. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, si cela vous a relaxé, si j'ai lu correctement, si la voix n'était pas trop forte. Je n'hésiterai pas à faire une version en chuchotement directement aussi prochainement, avec le même livre je pense, parce que je trouve qu'il se prête bien au sommeil et au rêve, notamment pour ceux qui connaissent un peu Paris. Voilà. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne nuit.